Le garant de l'indépendance nationale, fidèle à toute notre histoire, aux 1500 ans qui nous séparent du baptême de Clodweg, qui prend le nom romanisé de Clovis, aux 1000 ans qui nous séparent de l'accession d'Hugues Capet au trône de France. Toute notre histoire nous rappelle que la France est le pays des hommes libres. France. Toute notre histoire nous a montré que les moments où nous avons été sous une domination étrangère n'ont jamais duré longtemps, car les Français ne peuvent pas admettre de ne pas être maîtres chez eux. Fidèle à toute notre histoire, mon programme présidentiel, on n'est pas des souverainistes, hein. Alors, ça va bien. Je le dis souvent, c'est comme si un parti qui se bat pour la liberté, on disait qu'il était libertiste. Pourquoi pas libertin aussi? Est-ce que vous imaginez vraiment que l'on ait pu dire de Charles de Gaulle en 1940 que c'était l'appel du 18 juin était un appel souverainiste? Non. Vous imaginez vraiment Gandhi en 1947 être qualifié de souverainiste? Non. Vous imaginez vraiment que tel ou tel chef d'un mouvement de décolonisation, réclamant sa décolonisation d'une puissance coloniale, qu'on ait dit que c'était des souverainistes? Les Viet Cong étaient des souverainistes? Non. Mon programme présidentiel est un programme de libération nationale. Et je le dis sans aucune enflure verbale, puisque je rappelle que Charles de Gaulle, c'était de Gaulle de Perfit, en 1962, dit un jour à l'Élysée à Alain Perfit, qui est son ministre de l'Information, c'est après les accords d'Évian de 62 et la décolonisation de l'Algérie, de Gaulle dit « Eh bien voilà, après avoir donné leur indépendance à nos colonies, il va maintenant falloir que nous prenions notre propre indépendance. Les pays européens sont devenus, sans s'en rendre même compte, des colonies des États-Unis. » Voilà. Mon programme présidentiel de libération nationale consiste donc d'abord dans la sortie de la France de l'Union européenne par l'application de l'article 50. Avec moi, il n'y a pas de plan A, de plan B, de plan C, de plan D, de plan Q. Avec moi, il n'y a pas les 4 souverainetés à récupérer dans le cadre d'une renégociation des traités. Et si ça marche, après ça, je ferai un référendum à la Saint-Glinglin. Non. Nous sommes tous Français. Les Français aiment les choses claires et nettes et ne supportent plus la politique aérienne qui consiste en permanence à dire une chose et son contraire pour essayer de faire venir à soi-même des gens que l'on manipule et que l'on enfume. Je voyais sur notre page Facebook là, aujourd'hui le témoignage de quelqu'un qui a un ami qui vote pour M. Mélenchon et qui lui dit « Moi, je vote Mélenchon parce que je suis certain de ne pas sortir de l'Union européenne. » Voilà. En quoi il a tout compris, d'ailleurs. Vive la France libre, oui. Comme vous savez ce que disait Nicolas Boileau dans l'art poétique, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots, pour le dire, arrivent aisément. » Voilà. Mon programme consiste ensuite dans la sortie de la France de l'euro, qui impose juridiquement la sortie de l'Union européenne par le même article 50 du traité de l'Union européenne. Avant J+2 mois, l'État passera commande des pièces et billets aux soumissionnaires retenus pour l'appel d'offres. Avant J+6 mois, les nouveaux billets et pièces en francs seront mis en circulation et le franc sera rétabli. Nous avons déjà, depuis belle lurette, prévu quelles seront les coupures qui rendront hommage, comme vous le savez, à des grands Français et qui sont représentatifs
des différentes opinions de la population française, avec ici le franc, le premier franc de Jean le Bon en 1360 pour payer la rançon du roi. Vous connaissez peut-être ma conférence sur l'histoire de France. Et puis Jeanne d'Arc, sainte Jeanne d'Arc, canonisée en 1920, symbole d'indépendance nationale, symbole qu'aiment et qu'affectionnent les Français de droite et les Français catholiques. La coupure de 10 francs représente ici le chant de la Marseillaise par le comte de Lille à Strasbourg et les soldats de l'an 2. La coupure de 20 francs représente Gambetta depuis l'hôtel de ville et Jean Jaurès, des figures emblématiques de la gauche socialiste française. La coupure de 50 francs représente à Lavère le réseau Manoukian quelques minutes avant son exécution, avec dedans des juifs, des communistes, des Italiens, des Polonais, tous ces étrangers qui sont morts pour la France. Et puis à Lavère, au revers, eh bien, il y a la photo de Emmanuel d'Estienne d'Orves, qui était donc un capitaine de marine représentant de la droite française. Le billet de 100 francs représente à l'avers Charles de Gaulle et au revers Félix Éboué, gouverneur du Tchad, le premier haut fonctionnaire français à s'être rallié à Charles de Gaulle et à avoir eu ce courage. Félix Éboué, qui était un Français noir, dont les ascendants étaient des esclaves qui avaient été transportés en Guyane. Et puis le billet de 200 francs représente la statue de la République brandissant un rameau d'olivier, qui est, comme vous le savez, le symbole de notre mouvement politique, et puis au revers, le génie de la liberté, qui symbolise en haut de la colonne de la Bastille les révolutions de 1830 et de 1848. La fixation du taux de conversion sera de 1 franc pour 1 euro. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi. Pour éviter des problèmes de rétroconversion, des problèmes d'inflation créés et de coûts importants créés par une rétroconversion, et puis surtout parce que ça ne changera rien au pouvoir d'achat qui a été perdu de toute façon. Ce taux sera garanti pendant toute la procédure d'échange de billets pendant 1 mois. Une fois la période d'échange administrée au taux garanti de 1 franc pour 1 euro, les billets en francs et les billets en euros resteront mutuellement convertibles, comme d'ailleurs avec les billets en dollars, en livres sterling, en francs suisses et en yens. Si d'aventure il y avait des attaques massives contre le franc, eh bien il faudrait peut-être suspendre provisoirement la libre convertibilité du franc. Mais à ce propos, je voudrais évoquer avec vous cette question lancinante que l'on me donne, que l'on m'envoie souvent, qui est « mais que va devenir le franc après la période de change fixe ? Et si notre pays, si notre franc s'effondre, que va-t-on faire ? Comment évoluera le taux de change entre le franc et l'euro ?» Alors, bien sûr, les européistes vont tenter d'effrayer les Français, ils le font d'ailleurs déjà, en leur certifiant que le franc sera victime d'attaques spéculatives incessantes, en leur disant que son cours va s'effondrer, que les étrangers s'enfuiront, que le chômage galopera, etc., etc., etc. Avec tous leurs mensonges et toutes leurs promesses mirobolantes sur l'euro et leur bilan qui se passe de commentaires, est-ce que vous les croyez encore ? Je rappelle le cas suédois où pendant les 9 mois précédant le référendum du 14 septembre 2003, les européistes ont menacé les Suédois de la pire apocalypse s'ils votaient non à l'entrée dans l'euro. Effondrement de la couronne suédoise, départ des grandes entreprises, les investisseurs internationaux partiraient en hurlant devant un tel spectacle, mise au banc de la communauté internationale. Je renvoie à ma conférence « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» La réalité, qu'est-il arrivé ? Comme vous le savez, si vous avez suivi cette conférence, les Suédois ne se sont pas laissés intimider par les discours pseudo-techniques et apocalyptiques des européistes. Ils ont rejeté l'euro avec 57% de non le 14 septembre 2003. C'était il y a 8 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite ? Alors ça, les européistes, ils veulent jamais qu'on en parle. Et quand on en parle, ils disent « Ah oui, mais c'est pas comparable ». Alors quand on dit « Mais le Danemark », « Ah oui, mais le Danemark, c'est pas comparable ». Ah bon. Et la Suisse, « Ah mais la Suisse, c'est pas comparable ». Et la Norvège, « Mais c'est pas comparable ». Rien n'est jamais comparable du moment que ça marche. Alors,
Dans les semaines qui ont suivi, la couronne suédoise a grimpé sur les marchés d'échange, a tellement grimpé qu'il a fallu que la Riksbank, c'est-à-dire la banque royale de Suède, la banque centrale, intervienne pour vendre de la couronne, pour éviter qu'elle ne monte trop. Ce qui a permis d'ailleurs de faire baisser de 0,5 points le taux de refinancement, le repo, qui est le taux de refinancement de la banque centrale suédoise. Le troisième point, c'est que depuis 2003, le taux de croissance de la Suède, comme ceux du Royaume-Uni et du Danemark, a toujours été supérieur au taux de croissance de la zone euro. Et mon programme consiste aussi, et enfin, dans la sortie de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Pour la petite histoire, je vous rappelle qu'il suffit d'écrire une belle lettre au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ça m'a toujours surpris. Parce que le siège est à Bruxelles. Moi, je pensais qu'il fallait écrire au siège. Non, non. Lisez l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Il est formel. Il faut écrire Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., pour dire, messieurs, nous avons décidé d'en sortir, et au bout d'un an, c'est chose faite. Je vais demander au cours de cette campagne aux autres candidats comment ils comptent assurer l'indépendance nationale telle qu'exigée par l'article 5 de notre Constitution, mais telle qu'exigée aussi par le bloc de constitutionnalité qui se trouve au début de la Constitution et qui fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui pose le problème fondamental de la souveraineté nationale. D'ailleurs, je rappelle que le titre 1 de la Constitution, le premier grand chapitre, s'appelle « De la souveraineté ». Je vais donc demander aux autres candidats comment leur programme s'articule et comment leurs programmes sont constitutionnels et conformes à la Constitution. Toujours l'article 5, le président de la République est le garant du respect des traités. Je suis le seul candidat à prévoir d'utiliser l'article 50 du traité sur l'Union européenne pour sortir de l'Union européenne et l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord pour sortir de l'OTAN. Parce que pour sortir des traités, il faut encore les respecter, c'est-à-dire respecter la procédure de sortie qui a été acceptée par tous les États, parties prenantes à ce traité. Et de ce point de vue-là, je suis aussi le seul candidat à rappeler que l'on ne peut pas sortir juridiquement de l'Union européenne ni de l'euro autrement que par l'article 50. Je suis le seul candidat à dénoncer les candidats qui proposent de désobéir aux traités européens, si vous voyez ce que je veux dire. Comment peut-on faire confiance? Comment peut-on faire confiance à un candidat qui ose vous dire qu'il va désobéir aux traités internationaux que la France a signés et ratifiés, ce qui nous vaudrait d'ailleurs d'être traînés devant la Cour de justice de l'Union européenne, puis devant la Cour internationale de justice? Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui ose vous dire qu'il va désobéir à la parole internationale de la France et en même temps piétiner la Constitution française, puisque l'article 5 fait du président de la République le garant du respect des traités? Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui vous dit sans vergogne « Faites-moi confiance, votez pour moi, je vais piétiner les engagements les plus sacrés de la République française »